Olivier Besancenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Alors hier, Emmanuel Macron a apporté son soutien aux chefs d'entreprise. Il a dit leur vie est souvent plus dure que celle d'un salarié. Vous êtes d'accord? Non, évidemment non, mais bon, il est tellement prévisible dans son rôle de meilleur ministre de droite d'un gouvernement qui n'est pas ouvertement de gauche, à faire ses provocations qui sont autant de ballons d'essai pour expliquer que lui est sur cette ligne-là et qu'il l'assume. Il Que, le pense vraiment? bah, j'imagine, ou alors il a ce défaut supplémentaire, mais non, je pense qu'il le pense vraiment, voilà. Mais Ce qui est une insulte, c'est-à-dire que c'est rare de voir un ministre assumer dans le contexte actuel, qui n'est pas n'importe quel contexte, des propos aussi clivants, qui est une façon de cracher au visage de quand même 23 millions de personnes, plus des millions de chômeurs. Enfin, je veux dire, dans le contexte actuel, juste après l'affaire Goodyear, c'est quand même pas n'importe quoi d'expliquer, par exemple, que dans l'affaire Goodyear, quand 1170 personnes perdent leur emploi, que l'usine ferme dans un groupe qui est bénéficiaire, hein, on rappelle quand même que c'est plus de 2,5 milliards de profits, cette entreprise, après imposition, et ben on a un ministre qui vient de nous expliquer, alors que théoriquement son boulot c'est de faire l'inverse, que les entrepreneurs, par exemple, de Goodyear ont une vie plus difficile que les ouvriers de Goodyear. il y en a Voilà. trop pour les patrons dans ce gouvernement, trop Ah bah, pour l'entreprise? Bah là, je veux dire, il y en a trop, mais là, c'est jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on nous a arraché des milliards d'euros pour les entrepreneurs, au nom du crédit d'impôt compétitivité d'emploi, au nom du pacte de stabilité. Maintenant, c'est des larmes qu'on veut nous arracher. Donc maintenant, la boucle est bouclée. Mais je dirais que au-delà de ça, c'est un peu l'enfant gâté de la cour de l'Élysée, Monsieur Macron. Voilà, à chaque fois, il vient faire sa petite provocation comme ça, et puis ensuite, C'est pas toujours il se suivi des retranche faits, donc derrière. vous pouvez être rassuré. Bah, suivez des faits, si. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'enfant gâté de cette cour-là. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement derrière tout ça. Il n'est pas à part. Quand Il n'a fait pas ça, mis il fin peut aux se le faire. 35 heures, il n'a pas changé le statut des fonctionnaires. Non, mais Il a dit beaucoup de choses qu'il je n'a vous assure pas, que si on qu'il l'arrête n'a pas fait. ils le feront. Ils le feront. Il y aura les 35 heures. Un jour, il y aura les congés payés. Voilà, je ne lis pas dans les boules de cristal, mais je vous dis qu'un jour, il y aura ce genre de ministre pour nous expliquer quand même, c'est incombe qu'en France, il y ait autant de semaines où on soit 5 payé à semaines ne de rien congés faire. payés, c'est Voilà. trop, ouais. Et donc tout ça, c'est couru d'avance. Non, mais ça, on le sait. Le problème, c'est en face. Voilà. Moi, je ne vais pas m'apitoyer ni sur Macron, ni sur ce gouvernement. On sait ce que ça signifie, même si je vous dis que là, les propos sont quand même... Mais en plus, je veux dire, qu'est-ce qu'il connaît de la vie? En réalité, c'est un ancien bureaucrate, un haut fonctionnaire d'État, qui est ensuite riche banquier d'affaires. Sa seule façon d'entreprendre, c'était une opération de spéculation financière pour plusieurs milliards d'euros. Donc, je veux dire, il connaît ni la vie des uns, ni la vie des autres. Et il se permet de le faire. Donc, je pense que là, moi, derrière ce type de propos, ce que je décèle, c'est surtout une forme de crise politique extraordinaire. C'est-à-dire que là, on savait qu'Hollande était dans sa bulle, on savait que Valls était dans sa bulle, Macron est dans sa bulle, c'est-à-dire que tout ce pouvoir politique-là est dans une bulle coupée de la réalité et du ressenti de millions de personnes, mais à un moment donné, ça va finir par se voir. Je vous propose qu'on écoute Jean-Christophe Lagarde, c'est le président de l'UDI. Il a réagi ce matin à cette phrase d'Emmanuel Macron. D'erreurs en revirement, de promesses vides en trahison, d'opérations de camouflage du chômage, en renoncement. La vérité, c'est que tout le monde est victime de la politique du gouvernement. Tout le monde vit plus mal qu'il y a 4 ans. Les entrepreneurs, les salariés, les chômeurs, qui sont 1,1 million de plus depuis 4 ans. Et moi, je vais vous dire une chose, si M. Macron a voulu dire qu'il est enfin temps de comprendre qu'un chef d'entreprise vit aussi difficilement la crise qu'un salarié, oui, il a raison. Le message, c'est tout le monde vit plus mal qu'il y a 4 ans. Vous Tout le partagez? monde? Bah non, pas tout le monde, non, c'est pas vrai. Non, il y a une infime minorité de la population qui se porte très bien, qui est la crise ou qui est pas la crise, qui se porte bien avant C'est à l'impôt. peu près les qui se 1% porte bien. Bah oui, mais des c'est pour ça Français les plus qu'entrepreneur, riches. écoutez, Ça fait quand même peu de monde. c'est une tenue de camouflage extraordinaire. Le mot entrepreneur. Derrière le mot entrepreneur, vous allez mettre à pied d'égalité un riche banquier, un riche spéculateur, un riche PDG d'entreprise qui ferme une entreprise alors qu'elle fait des bénéfices, avec un petit commerçant. Ou avec Un petit patron qui a la responsabilité de ses oui, salariés, et qui ça va peut être n'ex- dur aussi, qui vous va, êtes d'accord? qui va n'exploiter que lui-même. Mais quel point commun entre des artisans et des commerçants et puis la vie de M. Macron? Mais écoutez, c'est pas un artisan boulanger, M. Macron, ça se serait. C'est pas non plus un lanceur d'alerte. C'est pas non plus un initiateur de débat. C'est pas un lever de tabou. C'est une boîte à insultes. À l'image de ce gouvernement qui est une machine à remonter le temps. Parce que derrière ça, il y a sa loi sur le travail du dimanche, le travail de nuit, le code du travail, l'inspection du travail. Alors justement, on y Et ça, revient. c'est une Il y a le cohérence. plafonnement des indemnités prud'homales qui a été annoncé dans les mesures pour l'emploi. Est-ce que vous pensez que les salariés vont être menacés par cette mesure? Bien sûr, mais ça, de toute façon, comme les organisations syndicales, on le dénonce depuis un bout de temps, mais là aussi, c'est qu'un des aspects d'un système beaucoup plus global. Il faut bien comprendre qu'en réalité, Il n'y derrière avait pas tout des ça, abus quand même? il y a des abus de quoi?
Des abus de quoi dans ce camp-là? Vous savez ce que c'est que la vie de ces salariés qui courent après les prud'hommes pendant des années et des années pour obtenir finalement quoi? Quelques indemnités, mais jamais gain de cause. Parfois Parce que beaucoup. mais le gain de cause, c'est quoi? Enfin, quand vous perdez votre emploi, c'est quoi? Vous souhaitez pouvoir garder votre emploi. Vous pensez être victime d'injustice. Parce que franchement, on pense que c'est de ce côté-là qu'on abuse. Il faudra quand même savoir dans quel monde on est en train de vivre. Il y a un rapport de l'ONG Oxfam qui nous a expliqué qu'il n'y avait que 62 personnes dans le monde qui, à elles seules, gagnaient plus que la moitié de la population. Quand même comprendre dans quel type de société on est en train de vivre actuellement, dans une société de plus en plus inégalitaire, de plus en plus pyramidale. C'est vrai aussi en France. Et en France, il paraît qu'on a un gouvernement de gauche, et c'est sous ce gouvernement de gauche qu'on nous explique que finalement, les abus, c'est où? Du côté des salariés, du côté des ouvriers, du côté des chômeurs, c'est-à-dire du côté de l'immense majorité de la population. Pour autant, dans le projet de loi Code du travail, il prévoit qu'il y ait un petit peu plus de place aussi pour les syndicats, de favoriser les accords d'entreprise pour négocier le temps de travail. On ne touchera pas aux 35 heures, ni au SMIC, ni au CDI. Il y a quand même de bons garde-fous, non? Vous savez, quand il y a des garde-fous, c'est qu'en général, il y a une folie derrière. Voilà. Et moi, c'est la folie qui m'intéresse, parce que derrière ça, et c'est le point commun avec le restant des lois, c'est quand il faudrait que ce soit signé par une majorité de syndicats. On cherche à remettre en cause la hiérarchie des normes. Et la hiérarchie des normes, c'est quoi? C'est qu'on va du plus haut vers le plus petit globalement, sauf si ça avantage les salariés. C'est-à-dire que la loi l'emporte sur les accords d'entreprise, sur les conventions qui vont l'emporter sur les accords d'entreprise, et au final vont l'emporter sur le rapport, le tête-à-tête entre l'employeur et l'employé. Et vous savez, c'est une vieille revendication patronale, une vieille revendication du MEDEF et à l'époque du CNPF qui consiste à revoir cette hiérarchie des normes. À l'époque, il y a un rapport qui était le rapport Virvi, qui était tombé sur la table d'un gouvernement de droite, et c'est un gouvernement de gauche qui est en train de l'appliquer, parce que derrière ça, l'espèce d'obsession, c'est de dire, au nom finalement d'une espèce d'approche de terrain, on va donner plus de place au rapport individuel, au rapport d'entreprise, pour tout ce qui touche à la couverture sociale. Est-ce que les salariés, eux, ils le demandent pas? On voit que pour le travail du dimanche notamment, à la FNAC, la CGT Sudefo ont mis hier leur veto. C'est le cas aussi dans les grands magasins parisiens. Et pourtant, il y avait quand même des avantages assez importants. 12 dimanches payés triple, 40 dimanches payés double. Est-ce que le salarié, lui, il n'a pas envie à la fin du mois d'avoir un petit peu plus d'argent? Est-ce que du coup, ça ne va pas encourager? Les salariés veulent plus d'argent. Est-ce que ça ne va pas encourager de passer outre les syndicats, de négocier directement employeur-salarié? C'est le chantage habituel, mais ça on le connaît. Moi je suis bien placé pour le savoir, à la Poste ou ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, c'est quoi le chantage? C'est qu'on a des salaires de merde, pardon de le dire. Et donc du coup, quand vous êtes employeur en disant je te propose ça, est-ce que ça t'intéresse? On a des millions de personnes qui sont pris à la gorge. Moi la question n'est pas là. Augmentez les salaires. Augmentez-les réellement. Répartissez les richesses dans ce pays, parce que des richesses, il y en a encore. Et une fois qu'on sera tous correctement payés, vous verrez si philosophiquement, il y a tel ou tel salarié qui a envie de travailler un peu plus le soir, un peu plus le dimanche. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de transformer une exception en règle, parce que c'est ça qui est en train de se passer sur le travail du dimanche. Je leur dis, il y a quand même déjà un tiers des salariés qui travaillent le dimanche. Donc on est en train d'étendre finalement ce type de pratique pour qu'à un moment donné, de l'exception, ça se transforme en règle. Et une fois que ça sera devenu une règle, vous croyez sincèrement que les employeurs vont arriver en disant puisque maintenant tout le monde le fait, je vais continuer à vous proposer beaucoup d'argent? Non, bien sûr que non. Il faudra quand même arrêter de prendre les gens pour des demeurés. Alors la droite, elle veut contourner les syndicats. On va écouter François Fillon et sa proposition. Ça montre que la grande loi Macron n'a pas servi à grand-chose finalement, puisque c'était elle qui devait libéraliser le travail du dimanche. Et ça montre qu'il faut que les salariés puissent s'exprimer lorsqu'il y a un blocage syndical. C'est pour ça que je propose que le référendum ne soit plus un référendum indicatif avant la négociation, mais que ce soit un référendum qui permette de trancher lorsque la négociation n'aboutit pas. La prochaine étape, c'est ça, c'est le référendum, comme on a pu le voir chez Smart d'ailleurs. Bien sûr, c'est-à-dire vous avez le pistolet sur la tempe et puis on vous bouge on vous oblige finalement à prendre une option. Parce que les salariés de Smart, ils ont accepté de retourner sûr, mais aux vous 39 savez, heures, les salariés de Continental, on le dira jamais assez. Les salariés de Continental avaient fait exactement le même choix, 2 ans avant que l'entreprise ferme. On leur avait dit, cédez des acquis sociaux et en échange, on maintiendra la production. Ils ont cédé des acquis sociaux et puis la promesse n'a pas été tenue, parce que derrière tout ça, vous savez, quand on laisse un doigt, en général, il y a tout le bras qui part, et c'est comme ça qu'on a, une des expressions de Xavier Mathieu à Continental, c'est comme ça qu'on a ce qu'il disait, c'est-à-dire on était des moutons finalement, puis tout à coup on s'est transformé en lion. Et c'est ça qui est en train de se passer, et c'est aussi de ça dont le gouvernement a peur. Je crois que derrière tout ça, il y a aussi un sentiment de colère sociale qui est en train de monter très très fort, et qui pourrait bien déboucher, en tous les cas je l'espère. Et du coup, la parade qu'a trouvé le gouvernement sur des grandes mobilisations sociales, quand on entend Michael Vamen, par exemple, de la CGT Goodyear, qui fait partie de ces condamnés qui peuvent prendre du ferme simplement. Goodyear, justement, 9 mois ferme pour des salariés qui avaient quand même séquestré des patrons, il faut le dire. La sanction est sévère pour vous? C'est pas qu'elle est sévère, elle est hallucinante. Dans le dossier Goodyear, c'est eux qu'on traîne devant la justice. Ils ont voulu faire un exemple?
Bah oui, c'est directement politique, mais c'est dans l'air du temps. Hein. C'est politique. C'est directement dans l'air du temps. Vous savez, il y a quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Philippe Poutou, qui était notre candidat à l'élection présidentielle pour le NPA En 2012. la dernière fois, qui est ouvrier à Ford. Et lui et 3 autres de ses camarades vont être convoqués le 1er février prochain au commissariat pour être entrés avec ses collègues face au risque de fermeture d'usine un peu trop bruyamment dans le salon de l'automobile en 2012 et en 2014, et avoir collé quelques autocollants. Et au nom de ça, 2 ans et 4 ans après, il est envoyé au commissariat. Ça, c'est la lenteur de la justice, mais vous dites qu'il y a un message politique. Là, c'est plus de la lenteur. C'est politique. Là, c'est plus de la lenteur, parce que là, je pensais qu'il y avait le réchauffement climatique et que ça s'accélérait un petit peu. C'est une décision politique, c'est le parquet. C'est le parquet qui est saisi. Donc c'est le parquet à chaque fois qui instruit. C'est des décisions politiques. Donc le gouvernement a décidé de nous dire, à nous, tous ceux qui avons tendance à un peu trop simplement l'ouvrir, on va faire des exemples. On va expliquer à tous ceux qui ont la mauvaise intention de résister au mauvais coup que ce ne sera pas possible de le faire. On criminalise le mouvement social. Donc, si vous voulez, l'autre versant du démantèlement de l'État social, de ses services publics, de la couverture sociale dont on est en train de parler ensemble, c'est le renforcement de l'État pénal, c'est-à-dire l'état d'urgence qui devient exception. Alors justement, et qui devient une règle. Parlons de l'état d'urgence qui court ici en France jusqu'au 26 février, puisque la loi a été votée à l'Assemblée. François Hollande s'apprêterait à le prolonger au-delà du 26 février. Est-ce que vous êtes favorable à cette décision? Oui, bien sûr, je le soutiens. Non, mais vous j'étais contre l'état d'urgence dès le départ, donc je vais pas être pour aujourd'hui. Vous ne trouvez aucun bénéfice à cet état d'urgence? 3000 perquisitions, des saisies d'armes, pardon, mais vous êtes mal renseigné. Assignations à résidence. Vous êtes mal renseigné, puisque le syndicat de la magistrature, par exemple, a eu l'occasion d'expliquer à maintes reprises que toutes les actions qui étaient d'ailleurs surtout vraies après les jours qu'ont suivi les attentats auraient été possibles sans l'état d'urgence. Toutes les perquisitions administratives, pas les assignations à résidence, y compris nocturnes, même les assignations à résidence, même les interdictions de manifestation. L'état d'urgence a une autre fonction. Tout ça, c'était possible avant. L'état d'urgence, c'est un climat politique dans lequel on distille la peur. Sauf que les Français sont largement pour et qu'ils souhaitent qu'il soit prolongé. Moi, je reste largement contre. Voilà, et je pense que c'est une bataille politique à mener. Ça peut pas rassurer les gens quand même? Mais ça rassure qui, sur le fond? De savoir que demain, en réalité, vous ne pourrez pas manifester, par exemple. Parce que c'est ça, la seule conséquence concrète que ça a eu, l'état d'urgence. C'est pas pour ça que le gouvernement le fait. Je sais pas. Vous êtes sûr de vous? Non, c'est une question. Moi, je ne mettrais pas un billet là-dessus. Je ne mettrais pas un billet là-dessus. Parce que moi, la seule conséquence concrète que j'ai vue dans les semaines qui ont suivi, c'est de faire en sorte que les manifestations qui étaient prévues, par exemple, pour s'opposer à la grande mascarade qui était la COP21, ont été interdites. Les manifestations qui étaient programmées pour marquer sa solidarité avec les migrants qui, pour beaucoup, sont d'ailleurs victimes du terrorisme, ont été interdites. Et puis, c'est aussi un moyen d'empêcher toute une série de mobilisations sociales. Donc, ça veut dire qu'au-delà de ce qu'on pense, à un moment donné, la possibilité de dire non à ce gouvernement, c'est quelque chose qui sera de moins en moins possible tant qu'il y aura l'état d'urgence. Sauf que si au-delà du 26 février, il y a un attentat, est-ce que vous tiendrez franchement, honnêtement, le même discours? Vous savez, j'ai eu suffisamment de convictions politiques pour défendre de tels propos tout de suite après les attentats. Parce que c'est ça la constance. Et heureusement qu'on a trouvé quelques députés pour le dire aussi en votant contre dès le début. C'est quand même un comble, je le dis puisqu'on a l'Assemblée nationale, qu'on ait trouvé que 6 députés ont voté sur 577, c'est ça? 6 sur 577. On a été capable d'en trouver un peu plus du côté de la gauche. Et je sais que parmi les 6 qui ont eu le courage de le faire... Vous êtes déçu par l'action de la gauche, notamment ici au Parlement? Oui, écoutez, quand même, c'est un événement fondateur. On sait ce que ça signifie, l'état d'urgence. L'enjeu stratégique que ça signifie d'essayer de nous faire vivre dans une société sécuritaire où on va en effet cultiver le sentiment de peur, d'angoisse pour qu'on vive prostré, reclus. Et vivre prostré, c'était quoi si ce n'est la stratégie des terroristes? Dernière question, Manuel Valls à Davos, ça vous inspire quoi? C'est sa place. C'est sa place. C'est sa place, qu'il y reste. Il devrait prendre un aller, le retour, je pense que c'est bon. C'est normal finalement qu'un Premier ministre socialiste se trouve là-bas? Écoutez, il y a quelques années, je vous avoue que j'aurais fait probablement un grand numéro pour expliquer qu'il n'y a pas de place pour un responsable socialiste à Davos. Aujourd'hui, c'est juste sa place. Donc, il est libéral pour vous? C'est pas moi qui le dis, il l'est. Voilà, il le sait. Donc qu'il fasse de la luge là-bas, il aura plein de copains pour le faire. Pas de bataille de neige, ça serait beaucoup trop violent parce que c'est des gens qui l'apprécient là-bas. Merci Olivier Besancenot d'avoir été avec nous ce matin. N'oubliez pas, on parlait d'état d'urgence. Le 30, il y a une grande manifestation contre l'état d'urgence. Vous verrez qu'on n'est pas seul. Donc ce sera le 30. Voilà, la date est donnée. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau